mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vélo podcast spécial Liège-Bastogne-Liège et les Ardennaises. On va débriefer cette semaine d'Ardennaises avec les hommes et les femmes et on va parler aussi un petit peu en fin de podcast avec la partie femmes ardennaises. On va parler juste après du Tour d'Espagne, premier tour, grand tour de la saison qui arrive dans le calendrier féminin. Vous inquiétez pas, semaine prochaine présentation du Giro d'Italia aussi chez les hommes avec il n'y aura pas ni Pogacar ni Vingegaard. On va pouvoir regarder des courses spectacles un petit peu et non pas quelqu'un qui écrase la concurrence, mais la domination est telle que Tadej Pogacar est venu gagner son 9e monument donc à Liège ce dimanche. Et pour en parler avec moi, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin est avec moi. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, je parlais de ces Ardennaises, alors scénario classique, j'ai envie de dire pour cette classique, ce monument du calendrier Liège-Bastogne-Liège, 9e monument donc pour Tadej Pogacar, seul au monde, j'ai envie de te dire, et qui finalement a réglé tout le monde comme on s'y attendait, quoi. C'était cousu d'avance, même si Tadej Pogacar avait montré le week-end d'avant un petit ralentissement dans sa progression sur l'Amstel Gold Race. Vu comme il avait réglé tout le monde sur la dernière montée du mur de Huy sur la Flèche Wallonne, il y avait peu de doute qu'il était favori numéro 1. Tadej Pogacar qui s'impose. Juste pour parler de cette semaine d'Ardennaises de manière générale, on parlera des femmes juste après, mais vraiment sur la partie homme, j'ai l'impression que c'est un flop total cette semaine d'Ardennaises, ou en tout cas flop total, je vais pas être trop dur, mais j'ai tellement été hypé par la grande bataille Pogacar-Van Der Poel, et aussi avec d'autres, on attendait Mats Pedersen notamment sur les Flandriennes. Mais là en fait ok, il y a une bataille sur l'Amstel, bon il y a Evenepoel qui est revenu, sprint, mais bon les 3 courses, et j'ai envie de te dire heureusement que cette semaine est passée, qu'on passe à autre chose, quoi. C'était pas la semaine la plus excitante de mon avis aussi, hein, de la saison. Autant sur les Flandriennes, Tadej Pogacar avait de la concurrence, que ce soit sur Paris-Roubaix, sur les Flandres, il a quand même dû lutter un peu pour aller chercher ses résultats. Que là, à part sur l'Amstel où ça se joue au sprint, où il a tenté de partir de loin comme d'habitude, je dirais, c'était un Pogacar un peu avantagé par le manque de concurrence. Tadej Pogacar, 9e monument, il faut quand même rappeler les chiffres parce que, alors, on va analyser ces performances de Tadej Pogacar avec, on parlera après des attaques assis à Liège comme à la Flèche juste après. J'ai envie de citer une phrase de Guillaume Di Grazia que je trouve très juste. On a affaire au plus grand champion cycliste de tous les temps, en tout cas l'un des 2-3 plus grands champions cyclistes de tous les temps. On a affaire à la plus grande fraude de tous les temps. Je trouve que c'est très juste, et je sais pas ce que t'en penses, Julien. C'est un peu l'impression que ça donne. Bon, il y a ce qui se passe, ce qu'on voit sur le vélo, ça nous impressionne, ça ne peut qu'impressionner. Il y a ceux qui se disent je peux pas être impressionné par ça, je suis dégoûté. Je peux le comprendre aussi parce que ça laisse le tel écart que laisse Tadej Pogacar à la concurrence nous fait penser un peu à ce que laissait Lance Armstrong par rapport à la concurrence à l'époque aussi. Je parle de manière générale parce qu'on a eu Mathieu Van Der Poel qui était allé batailler avec lui, mais on a vu sur ce Liège-Bastogne-Liège et sur la Flèche Wallonne notamment qu'il laisse un écart, sur la Flèche Wallonne notamment, un écart quasiment jamais vu, que quand il attaque à Liège-Bastogne-Liège, il attaque, mais derrière même des groupes face à un gars seul n'arrivent même pas à revenir et ils se prennent un écart, une 30 à la fin. Donc voilà, je préfère remettre ça sur la table. Je sais pas ce que t'en penses toi Julien de tout ça, mais c'est vrai que ces performances forcément instillent beaucoup de doutes dans les suiveurs de cyclisme. Il y a effectivement beaucoup de doutes sur l'ogre de Comanda. Maintenant, des doutes, il y en a toujours eu. Depuis les années sombres, depuis 98, l'éclatement, ça se dit ? Oui, oui. L'éclatement de l'affaire Festina, puis derrière suivi par la fraude Armstrong,
Après, les propos de Guillaume Di Grazia reprennent un peu ce Greg LeMond à propos de Lance Armstrong. Maintenant, ceux qui ont des preuves ont des preuves. Il y a des plateformes qui existent pour les dénoncer. Ce que je pense, c'est que tant qu'on n'a pas de preuves, c'est facile d'accuser. Armstrong n'a jamais. Après, on va rétorquer qu'Armstrong n'a jamais été pris positif, qu'il y a eu des fraudes au niveau de l'UCI, que ça recommencerait avec Pogacar et l'État, le Petro-État qui financerait en sous-main l'UCI. Maintenant, tant que rien n'est prouvé, je préfère encore garder mes yeux d'enfant et dire on vit une belle période, même si ça peut semer le doute. On rappellera quand même que quand on accuse à tort, ça s'appelle de la diffamation. Ça, c'est le terme juridique, c'est la diffamation. Maintenant, quand on voit, et on parlera des attaques assis juste après, notamment sur ces Ardennaises, maintenant, il y a ça, il y a tout ce qui se passe autour de l'équipe UAE et les doutes, notamment au niveau du staff, avec notamment Giannetti, Fernandez, qui n'ont pas été parmi les gars les plus clean dans l'histoire du vélo. Mais tu vois, en fait, on en revient à introduire le podcast des Ardennaises en parlant de ça. C'est quand même une sensation très bizarre parce que il est quand même au sommet de sa carrière. On a l'impression que Tadej Pogacar, il est passé pro en 2019 et aujourd'hui, on a depuis 2 ans, depuis sa défaite en fait au Tour de France 2022 face à Jonas Vingegaard, on a un Tadej Pogacar qui est revenu. Alors 2023, il avait fait 2e du Tour de France, mais on se souvient, chute à Liège-Bastogne-Liège, il revient, préparation tronquée, il se fait battre par Vingegaard à l'usure sur le Tour de France 2023. Mais on a depuis le début d'année 2023 et donc depuis maintenant 2 ans et demi presque, un Tadej Pogacar qui ne laisse passer aucun détail. Mis à part parfois tactiquement un petit peu, il est toujours un peu tête dans le guidon, mais on a un Tadej Pogacar ogre, réellement ogre, qui veut être ogre et qui veut marquer l'histoire du cyclisme. Il veut, c'est son objectif. Quand on lui demande quelle course il aimerait gagner, il dit non, je veux pas gagner de course, je veux marquer l'histoire de mon sport. C'était Thomas Voeckler qui disait ça, que ce qui était gênant dans la période actuelle, c'est que il y a personne il y a pas de gros noms qui se fassent prendre. Et que les gros noms qui ont été pris auparavant, c'était plus des affaires judiciaires que des contrôles antidopage. Maintenant, ça reste toujours un peu touchy comme sujet. Oui. Tu auras ceux qui vont dire oui, mais regardez, Armstrong n'a jamais été pris. D'autres, le dernier vainqueur du Tour Pris, ça a été Landis qui a été déclassé. Ça remonte à 2000. Landis, c'est 2006, Tour de France 2006. 2006, oui, pardon. Donc le dernier gros vainqueur d'un grand tour, c'est lui. C'était il y a bientôt 20 ans. Non, après, comme tu dis, et après, ça reste de la diffamation de dire oui, il est dopé, un tel est dopé, un tel n'est pas dopé. Jean-René Bernaudot, qui fait partie de la vieille école, qui a été contrôlé positif, ça faut pas l'oublier aussi, dit que pour simplifier les choses, il faudrait que Pogacar publie une fois pour toutes ces datas et que ça règle l'histoire. Ouais. Et après, je sais pas ce que ça réglerait réellement. Juste rappeler quand même certains points. Tadej Pogacar qui, en remportant ce Liège-Bastogne-Liège, a remporté son 9e monument. Revient donc à égalité dans le classement des vainqueurs de monuments, à 9 monuments avec Costante Giardengo, champion italien de l'entre-deux-guerres, Fausto Coppi et Sean Kelly qui sont eux aussi à 9 monuments. Pogacar qui sera au départ du Tour de Lombardie normalement au mois d'octobre pour en remporter un 10e et être seul 3e dans ce classement, puisqu'à la 2e place avec 11 monuments il y a Roger de Vlaminck et Eddy Merckx, grand leader de ce classement avec 19 monuments. Tadej Pogacar qui avec 9 monuments n'est même pas à la moitié du nombre de monuments remportés par Eddy Merckx, sachant que Merckx avait remporté 7 fois Milan-San Remo, 5 fois Liège-Bastogne-Liège notamment, recordman de victoire dans ces 2 monuments, et Tadej Pogacar n'a toujours pas remporté les 5 monuments, il n'en a que 3 à son palmarès, manque Milan-San Remo et Paris-Roubaix. On parlera un peu plus tard de manière générale de cette campagne de classiques. Rick Van Looy, Roger de Vlaminck, Eddy Merckx, les seuls coureurs de l'histoire à avoir remporté les 5 monuments. Bon, ça c'est pour les chiffres. Juste sur la course en elle-même de dimanche, essorage à 3000-4000 tours minutes des UAE, et puis l'attaque dans la redoute de Tadej Pogacar. Assis, on parlera de la manière d'attaquer assis à la flèche comme à Liège. Finalement il n'y avait personne derrière pour revenir derrière le Slovène.
Le seul qui aurait pu revenir sur son état de forme supposé au départ, c'était Evenepoel, qui était mal placé. On avait un Chicone qui est sorti avec Benili pour essayer de contrer tout ça. Après, on ne sait pas s'il y a eu mésentente, pas mésentente, des choses comme ça, parce qu'on a encore manqué de caméra pour voir tout ça. Mais non, il était 3 jambes au-dessus de tout le monde. D'après lui, il s'est testé dans la redoute, il voulait pas attaquer là. T'attaques pas en allant aller chercher le com en haut, quoi. Oui, parce que il attaque. Il y a déjà tout le travail de l'équipe UAE et notamment Julien Bernard qui, ce mardi, puisqu'on enregistre ce mardi là après Liège-Bastogne-Liège, ce mardi Julien Bernard qui répondait notamment au podcast L'échappée avec la bande de Joseph Ruiz qui disait en fait on était déjà tous à fond au pied de la redoute, on était tous à fond dans la redoute, il attaque et on est tous à fond, on n'est pas en capacité de réagir comme ça. On a vu au sommet de la redoute, il y avait à peine 12 secondes au sommet, et derrière, au fil des kilomètres, il a réussi à creuser. Au final, Tadej Pogačar, il attaque dans une des côtes les plus dures de ce Liège-Bastogne-Liège, qui est une côte mémorable, km 6 à 8%, un peu plus, pratiquement 9% de moyenne. Mais finalement, derrière, quand on connaît le parcours de Liège-Bastogne-Liège, s'il fait la différence à ce moment-là, même un groupe désorganisé derrière, s'ils n'ont pas réussi à suivre Pogačar, qu'ils ont pris 12 secondes au sommet, c'est que les gars sont moins forts. Donc derrière, sur les parties vallonnées du Liège-Bastogne-Liège, impossible de revenir sur Pogačar, même s'il est seul. On a vu sur l'Amstel que Evenepoel et Skelmose ont réussi à revenir, mais c'était un Evenepoel qui était très en forme, et c'était sur un parcours qui était moins sélectif que Liège-Bastogne-Liège. Moins sélectif, moins long surtout. Faut pas oublier que Liège-Bastogne, c'est, je dis pas de bêtises, c'est 252 km. Au moment où ils attaquent la redoute, ils ont déjà quasiment 220 km dans les pattes. Donc il y a aussi toute l'usure avant, toute l'usure qu'il y a eu pour aller chercher les échappées matinales. Et Pogačar, qui lui, pendant ce temps-là, est resté plutôt abrité de ses coéquipiers. Donc c'est qu'il arrivait peut-être un peu plus frais que certains au pied de la redoute. Travail de Domen Novak notamment, de Pavel Sivakov juste avant la redoute, l'approche de la redoute où ils sont au taquet dans la grosse descente après la côte de Desnier et Daigné. Ils travaillent dans Stoke, dans One, dans Mont-le-Soie, dans le Rosier. Ils étaient tous à fond, enfin ils ont grimpé à fond et il n'y a même pas eu de mouvement d'anticipation. Et derrière, Tadej Pogačar attaque après avoir usé tout le monde et du coup tout le monde est... Enfin, personne du coup est capable, tout le monde est incapable, personne n'est capable derrière de revenir. On parle beaucoup que quand Pogačar attaque, derrière il y a un manque d'organisation. Oui, parce que ils sont résignés en fait, c'est même mental maintenant. La mainmise de Pogačar sur le peloton, elle est mentale, c'est-à-dire que quand Pogačar attaque, tout le monde, plus personne ne réagit et tout le monde joue pour la deuxième place derrière. Sauf Evenepoel qui a ce caractère pour faire du all-in et essayer de revenir. À Pogačar, pour lui, l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, c'est tout simplement la redoute. Après, il creuse son écart et il le gère. Il continue à le gérer en fonction des uns des autres. Il met l'écart et après il le gère son écart. Maintenant, est-ce que un Evenepoel plus en forme aurait pu aller chercher? Ça peut-être. Est-ce que les autres coureurs tout simplement ont envie d'essayer de se cramer pour aller le chercher? On a vu un Julien Alaphilippe essayer et il a payé dans le final. On a vu Evenepoel essayer, il a payé dans le final. Maintenant, je pense que c'est plus, comme tu dis, du psychologique que du physique quand Pogačar attaque. Alors c'est du physique, forcément, on n'exclut pas, mais c'est vrai que la dimension psychologique qu'a pris Pogačar vis-à-vis du reste du peloton, elle est impressionnante et on voit qu'en fait ils sont totalement résignés. Il y a que il y a Van Der Poel qui essaye de suivre Tadej Pogačar. Il y a Evenepoel qui, lui, a un ego énorme. Il faut avoir... Ego n'est pas un gros mot, attention. Il a un ego énorme, un caractère énorme. Et on le voit qu'à l'Amstel, il n'y a que lui qui a montré le caractère pour vouloir revenir sur Pogačar. Et c'est lui qui a entraîné Skelmose derrière pour revenir. Et d'ailleurs, Skelmose, derrière, il a Pogačar au sprint. Mais il faut un gars qui a un ego comme Evenepoel pour tenter de revenir. D'ailleurs, Remco Evenepoel, pour toi, le fait qu'il lâche à Liège
Est-ce que c'est son mauvais placement au pied de la Redoute ou est-ce que c'est son manque de préparation pour les Ardennaises? On rappelle qu'il avait remporté la Flèche Brabançonne pour son retour au sprint devant Van Aert et qu'il fait l'effort pour revenir à l'Amstel sur Pogacar, mais qui fait troisième Je finalement. pense que c'est une accumulation de fatigue pour montrer qu'il a un ego assez important, Evenepoel. Il a voulu montrer, ok, je reviens, mais si je reviens, c'est pas pour faire des bornes dans le peloton pour préparer le Tour de Romandie. C'était non, je voulais m'imposer de suite. Et peut-être que ça lui a joué sur la fraîcheur, sur Liège-Bastogne-Liège, qui est quand même une course de 6 heures, là où les deux autres courses sont un petit peu plus courtes. Il avait peut-être ce manque de fraîcheur juste pour Liège-Bastogne, qui lui coûte son placement et du coup qui lui coûte sa place au classement général, au classement de la course. Et d'ailleurs, dimanche, pendant la course, on a beaucoup parlé du bouton de fièvre de Remco Evenepoel. Ça trahit finalement, entre guillemets, le manque de fraîcheur d'Evenepoel. Un peu comme Pogacar avait ce bouton de fièvre au Tour de France 2023 avec son manque de préparation. Et à l'usure sur les 3 semaines, il avait été finalement lâché par Vingegaard et à la fin de la deuxième semaine, il n'y avait plus course, notamment fin de la deuxième ou début de la troisième semaine, je ne sais plus, après le contre-la-montre de Combloux, début de la troisième semaine il me semble. Bon, ce bouton de fièvre, en fait, il montrait que Remco Evenepoel, il a fait une grosse prépa, que bon, ok, à l'Amstel, il a fait un gros effort, qu'à Liège, avec les conditions météo, à la Flèche, avec les conditions météo compliquées à la Flèche, il a pris un petit éclat, il avait plus de jus pour aller monter derrière le mur de Huy, et que derrière, sur les premières grosses chaleurs, entre guillemets, de la saison à Liège, avec l'usure du tempo du AE, Evenepoel, l'accumulation de tout ça, ça a été compliqué pour lui. Le mauvais placement en bas, on voit il remonte petit à petit quand même dans la Redoute et puis en suivant. Bon, voilà, il y a eu, comme tu dis, c'est une accumulation en fait. Mais est-ce que c'est pas son caractère? Il n'a pas voulu jouer pour aller un accessite top 10 et finalement il a lâché derrière. Bon, je pense qu'il était vexé de cette montée de la Redoute. Et ça lui a lâché dans la tête, tout simplement. C'est un la peu le caméra problème reste sur lui en plus en permanence. Ouais, ça joue sur le caractère. Après, lui justifie l'énervement sur la caméra en disant qu'il doit aller filmer d'autres coureurs parce que la course est ailleurs. C'est un gagneur, Evenepoel. Dès qu'il y a un petit caillou qui vient se mettre dans sa possibilité de victoire, à juste titre, il s'énerve, quoi. C'est un peu ce qu'il lui reprochait maintenant dans sa carrière. Evenepoel, c'est s'il gagne pas derrière, c'est compliqué à gérer, quoi. C'est vraiment un gagneur. S'il gagne pas, c'est tout ou rien, quoi. C'est du all-in. Soit il gagne, soit il dégoupille complètement et il s'énerve, quoi. On a parlé de l'Amstel avec la victoire de Skelmose, finalement qui s'impose au sprint devant Pogacar qui s'était isolé avec Alaphilippe. On va en parler d'Alaphilippe après. Mais Pogacar qui avait encore Paris-Roubaix une semaine avant dans les jambes et qui n'a pas tenu ce raid solitaire dont il a l'habitude de nous montrer finalement à chaque fois, il s'envole, personne ne le revoit. Et là, Tadej Pogacar, il a été revu, peut-être par une petite fringale, par une petite hypo qui est arrivée, mais surtout aussi par les efforts fournis à Paris-Roubaix où il s'est mis dans le rouge pour suivre Van Der Poel et finalement en craquant avec cette erreur et cette mini-chute. Et puis derrière, après, il a remporté la Flèche et Liège en ayant récupéré. Juste pour revenir à Tadej Pogacar, les attaques assis à Liège et à la Flèche pour gagner, est-ce que toi, ça t'interroge? On connaît les deux bosses où il attaque. On les a fait en reconnaissance l'année dernière quand on était sur les Ardennaises. Moi, ce qui me choque pas plus que ça, c'est qu'à chaque fois, c'est pas sur les parties les plus dures qu'il accélère. Le S Criquet-Lyon, c'est la sortie du S qui est dure. Donc, si tu mets ton petit coup de boost sur ta petite accélération là, tu peux enchaîner derrière sur le passage à 18%. Le mur des oui, il attaque juste la partie avant qui soit difficile. Maintenant qu'il sorte en danseuse ou non, il sort. Point. C'est pas sa façon d'attaquer d'habitude où il se met dans une position très moche, un peu désunie en danseuse. Mais ça prouve qu'il a aussi une musculature des fessiers, des reins qui lui permet de rester gainé et qui permet de pouvoir accélérer comme ça. Alors, d'ailleurs, c'est une explication qui a été donnée par un des préparateurs de l'équipe Arkea BNB Hotel, il me semble, dans le journal L'Équipe, qui a voulu un peu interroger un spécialiste de la question au niveau physiologique et physique sur les performances de Pogacar, tenter d'expliquer en fait ce qui se passe sur le vélo, parce que franchement, quand il attaque, on a l'impression de voir un senior face à des cadets. Et dans Liège-Bastogne-Liège, il attaque, il n'y a aucun rictus ni aucun déhanchement sur le vélo qui montre
que c'est une vraie attaque. Au mur de 8, il fait passer les autres pour des guignols quand il attaque dans l'escriquelion. Il met 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres en 3 coups de rein avec des gars qui sont au taquet derrière. C'est ça qui interroge en fait. Je pense qu'il a une chaîne musculaire du bas du dos et des reins et autres qui fait qu'il peut se permettre ce genre d'effort. C'est plutôt ce qui travaille en muscu. Maintenant, ça interroge. Quand Merckx attaquait aussi de la même façon, ça interrogeait moins. Quand Indurain attaquait de la même façon, quand il attaquait tout au moins, ça interrogeait moins. Je pense que le fait que tout le monde juge les attaques assises, il paye encore les erreurs des années noires, quoi. Oui, parce que finalement, ce qui est impressionnant, et de toute façon en vélo, c'est le gros problème, et d'ailleurs, en vélo, comme en athlétisme, sur les sports à performance individuelle, ce qui est impressionnant est suspicieux. C'est le résumé en fait. Ce qui est impressionnant est suspicieux, quoi qu'il arrive. Peu importe les performances. Et on me parle des années 2010, on disait ouais, on s'interrogeait pas et tout. Quand Contador se mettait en danseuse, et Contador, tu parlais de coureurs de grand tour, de vainqueurs de grand tour qui étaient déclassés, il y a eu Landis, mais il y a eu Contador après, on lui avait retiré notamment des victoires sur des grandes tours, Tour de France, Tour d'Espagne, me semble-t-il, Tour d'Italie au début des années 2010, fin des années 2000, à ce moment-là. Et Contador, quand il se mettait en danseuse avec cette manière de pédaler et beaucoup de tours par minute, ça interrogeait beaucoup à l'époque aussi. Finalement, dès que c'est impressionnant, ça interroge. Dès qu'il y a une domination, de toute façon, ça interroge, hein. On peut même extrapoler au sport individuel, comme tu dis. On peut extrapoler à la Formule 1 où tout le monde cherche la petite bête sur pourquoi les Red Bull dominent. En athlée, Bolt. Voilà, Usain Bolt ou le champion olympique italien. Oui, Marcel Jacobs. Marcel Jacobs, il y a eu des suspicions. Pareil pour tout le monde, hein. Tout le monde paye plus ou moins les erreurs du passé, même s'ils sont clean, ça devient difficile de prouver qu'ils le sont, quoi. Alors, en fait, et c'est un peu le titre de ce podcast, c'est un petit truc en plus pour Pogačar, pour reprendre le succès cinématographique de l'année avec Artus dans le rôle principal, mais un petit truc en plus pour Pogačar. Moi, ça me paraîtrait... Alors, je veux pas qu'on se lance dans de la diffamation, mais ça me paraîtrait trop gros que ce soit du simple dopage à l'ancienne. Il y a quelque chose qu'a Tadej Pogačar en plus par rapport aux autres. Je pense qu'il y a énormément de talent, c'est indéniable quand on est capable de performer sur des pavés comme il le fait, et en plus sur tous les terrains, vallonnés, pavés, en puissance. Il y a forcément du talent. Il y a la domination mentale qui s'ajoute à ça maintenant, avec un peloton qui est résigné face à Pogačar quand il prend les devants. Et après, il y a pour moi, et je pense qu'il faut aller chercher au niveau de la recherche, comme on dit dans une entreprise, recherche et développement. La recherche et le développement de l'équipe UAE, les moyens qu'ils mettent pour que Pogačar soit une Formule 1, mais dans le sens avec des développements technologiques et tout ce qui peut entourer Tadej Pogačar, qui soit poussé au top, au mieux. Dans la préparation, dans la nutrition et boisson peut-être, avec alors je sais plus quel terme exact, hydroxyde de carbone je crois, qui est utilisé par les UAE pour donner un coup de boost à l'effort, c'est ça il me semble, j'en ai entendu parler notamment pendant Liège. Le jus de cornichon. Oui voilà, exactement. Leur jus de cornichon, oui, l'acide acétique, mais ça c'est alors ça sort maintenant, mais c'est connu depuis longtemps que même les marathoniens, ceux qui font les longues distances, les race cross, utilisent aussi ce genre de produit pour dire de tamponner la crampe avant de s'alimenter correctement. Bien Donc, évidemment. ça sort maintenant parce que qu'on cherche la petite bête. l'a dit il y a pas longtemps, quoi. Voilà. Oui, et parce qu'on cherche la petite bête aussi, donc on cherche tout ce qui n'est pas pris par l'humain pour aller chercher la petite bête. Mais un cycliste pro et un champion professionnel n'est pas un humain comme les autres non plus. Et puis aussi, il y a quelque chose, c'est forcément... Alors, forcément. Moi, je pense qu'au niveau de la recherche et du développement chez eux, dans le vélo, tout est poussé, ils ont un budget illimité pour aller chercher le moindre, comment on appelait ça chez Sky à l'époque, les gains marginaux. Ouais, après c'est le moindre gain marginal, notamment sur le vélo. Et je pense que tout est cherché autour de ça.
pour aller développer le vélo du mieux possible. La taille de la manivelle, on parle beaucoup de la taille des manivelles qui ont été refaites chez AEE, manivelles plus courtes pour avoir moins d'efforts à développer de la même puissance, et qui permet notamment à Tadej Pogačar d'avoir une position un peu plus avancée sur le vélo, d'attaquer assis, la recherche permanente du moindre détail qui permet justement d'être le meilleur. C'est l'avantage des équipes qui ont des budgets illimités. Hein. On va pas aller bien loin là-dessus. Au plus tu as de moyens pour tes recherches, au plus tu progresses. Les deux équipes les plus riches actuellement qui ne communiquent pas sur leur budget, c'est UAE et Visma. Et c'est les deux équipes qui sont à la pointe des recherches actuellement, quoi. Et forcément, bon voilà, après, les vélos sont contrôlés. On dit qu'il est impossible de tricher avec les vélos aujourd'hui avec ce qui est développé par l'UCI qui a recruté un gars du FBI pour aller traquer les moindres tricheurs. Bon, voilà, ils ont un petit truc en plus, Tadej Pogačar, un petit truc en plus, ce qui fait de lui aujourd'hui le meilleur cycliste au monde, tout simplement, et qui a gagné son 9e monument. Je pense, Julien, on en a assez parlé, on essaye, voilà, nous, de pas rentrer dans la diffamation, on essaye de rester le plus factuel possible, de regarder ce qui est possible de faire ou non. Aujourd'hui on comprend la suspicion, mais on veut pas tomber dans la diffamation, et c'est ce qu'on essaye de développer dans Vélo Podcast depuis toutes ces années. Je pense que c'était important aussi de faire un tour comme ça. T'es d'accord avec moi ? Je suis d'accord de pas tomber dans la facilité de dire oui, il gagne parce que il est dopé, ou non, il gagne pas parce que les autres sont plus dopés que lui. Voilà. Et le jour où il sera pris, s'il est pris, eh ben écoute, moi je serai le premier à en faire amende honorable, à dire ok, je me suis trompé. Ouais. Alors après, au-delà de dire on s'est trompé, en fait, ça me gênerait de dire on s'est trompé. C'est-à-dire que on a forcément l'œil alerté devant la télé quand on voit ce qui se passe. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles et irréfutable. Aujourd'hui, il y a des gars qui lancent pas mal de théories sur X, Twitter. Il y a notamment un ancien journaliste du Monde qui a enquêté à l'époque Armstrong et qui a écrit sur Armstrong à l'époque dans les années 2000 et qui se veut un peu un chevalier du cyclisme propre, qui a refait surface sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, qui s'appelle Guillaume Prébois. Et qui a redisparu depuis. Hein. Et qui a redisparu depuis. Bon voilà, il est réapparu, il a redisparu, mais en tout cas, il a commencé à rebalancer 10 000 tweets en donnant toutes les théories qu'il avait, lui, de son côté et tout. Ce mec-là, faut savoir qu'à l'époque, c'était un journaliste qui était attaqué, menacé de mort par la famille Armstrong, et que après, le futur lui a donné raison. Bon voilà, on peut aussi très vite tourner complotiste avec le temps, et bref, faut faire attention à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a à prendre, il y a à jeter, et faut toujours être à l'œil alerte, mais aussi savoir reconnaître qu'un gars est supérieur. Et aujourd'hui, les gars passent des heures sur le vélo, notamment en zone 2 à l'entraînement. Pour Pogačar, d'ailleurs, je crois que je vais aller faire une sortie zone 2 pour progresser, je pense, Julien, pour le coup. Bon, allez, on va parler quand même de la concurrence, parce que il y a quand même des gars qui ont fait des places dans les tops, les flops. Je pense à Ben Illy, quand même, qui, dans son style caractéristique, fait quand même un printemps de classique. J'ai envie de te dire, il fait podium à Liège à la 3e place, il fait 5e à la Flèche Wallonne, il fait 10e à l'Amstel. Il a ce podium, dans un monument. C'est ce qu'on attendait un petit peu de Ben Illy. Le coureur qui est le moins esthétique à regarder sur un vélo, je trouve, surtout quand il attaque. C'est mon avis, il n'est pas super beau à voir, mais il est efficace. L'inclinaison de la tête nous montre le degré d'effort chez Ben Illy, en fait. C'est vraiment ça. C'est un peu comme la langue chez Thomas Voeckler à l'époque. Ouais. Au plus il a sorti, au plus il était à bloc. Non, il a enfin, oui, comme tu dis, son podium sur un monument. Puis il fait un printemps qui n'est pas acheté à la poubelle. Hein. Il gagne quand même en prépa des Ardennaises, il gagne quand même il gagne sa petite étape sur Tour du Pays Basque. Oui. Et puis bon, il était présent dans la chasse d'abord de Pogačar sur Liège. Et il était au niveau du pédalier de Pogačar dans le mur des Huy quand Pogačar accélère. C'est le genre de course qu'il aime bien, c'est le genre de course d'un jour un peu avec du dénivelé et du punch. Quoi. C'est vraiment le prototype du puncher. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui progresse aussi d'année en année, qui s'était révélé par des échappées sur le Tour d'Italie et qui petit à petit prend de l'épaisseur dans le peloton, et quelqu'un qu'on regarde de très près, l'Irlandais, quand il y a des courses de ce type-là, vallonnées, et Ben Illy est quelqu'un qui pour moi ne doit pas s'enfermer dans la bataille pour un classement général, ce que IF a tenté de faire notamment, je crois, l'année dernière. Il faut pas qu'il le fasse, à mon avis. Il faut que vraiment il se concentre sur des coups, sur des échappées,
des maillots de la montagne par exemple, et aussi sur les courses ardennaises ou un Tour de Lombardie pourra briller. Il a clairement le profil pour aller briller. Ben Illy qui a été battu au sprint à Liège à la deuxième place par Giulio Ciccone. Giulio Ciccone, archétype du coureur talentueux, un peu tête brûlée, qui va prendre la deuxième place de ce Liège-Bastogne-Liège. Là aussi, quelqu'un qui avait bien préparé son coup en étant 4e du Tour des Alpes avec une victoire d'étape toujours placée dans les arrivées du Tour des Alpes. Avec sa fameuse célébration à balancer les lunettes qui lui a valu une petite amende. Giulio Ciccone, coureur talentueux, meilleur grimpeur du Tour de France 2023, meilleur grimpeur du Tour d'Italie 2019. À sa place, j'ai envie de te dire, sur le podium de Liège-Bastogne-Liège, et c'est assez logique de le voir là. C'est un peu le même coureur, le même style de coureur que Ben Illy, qui par contre, Ciccone, qui a compris que les classements généraux, c'était pas pour lui, et qui va s'amuser dans les échappées, qui va aller chercher des maillots de grimpeurs. Un peu ce qu'on aurait aimé voir d'un Thibaut Pinot vers une fin de carrière. Mais oui, c'est le coureur qui a l'air de s'amuser sur le vélo, qui est un gros consommateur de lunettes et dont son sponsor raffole. Mais un coureur très talentueux, très explosif, qui a raison d'aller jouer dans les échappées. Et d'ailleurs, c'est son 2e podium sur un monument en moins d'un an, parce qu'il avait fait 3e du Tour de Lombardie en octobre dernier derrière Pogačar et Evenepoel. Ça classe en fait aujourd'hui Giulio Ciccone, qui est l'un des outsiders numéro 1 sur ce genre de course. C'est le coureur qui va au départ en se disant ok, il y a Pogačar, mais Pogačar il peut lui arriver n'importe quoi, moi je serai là pour faire la guerre, pour essayer de continuer à monter sur le podium, et pourquoi pas monter sur la plus haute marche. Dans la suite des tops et des flops, Julien, au niveau des tops, Ben Illy et Ciccone, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu ce qu'on en ressort. On a parlé de Skelmose un peu en parlant aussi de l'Amstel tout à l'heure avec Evenepoel. Skelmose qui au final termine 39e de Liège-Bastogne-Liège dans le peloton qui se dispute la 4e place qui a été réglée par les Astana, par Simone Velasco, les Astana qui continuent de prendre des points course après course, et ils vont réussir à cette allure-là à se maintenir en World Tour. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, c'est il me semble, la Picnic Post-NL qui est en grand danger en voyant le retour d'Astana. Ah, mais la Astana avait annoncé de toute façon au début de saison que leur objectif principal, c'était de rester en World Tour. Là, ils font une année exceptionnelle sur ces domaines-là. Je pense qu'ils sont top 5 des équipes cette année dans le peloton. Astana, c'est incroyable. Ils ont en fait le tempérament qu'on attend d'une équipe pour briller. Et au final, ils vont chercher toutes les places d'honneur, tous les points possibles. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas cette mentalité sur l'intégralité des 3 ans du calendrier, quoi. Là, cette année, depuis le début de l'année, ils sont 3e au classement UCI. Parce que là, ils vont chercher des points. Ils vont chercher 440 points UCI sur Liège-Bastogne-Liège. Ou en tout cas, avec la 4e place de Simone Velasco, qui n'est pas le plus grand coureur du peloton, il leur rapporte 440 points. Il avait déjà rapporté plus d'une centaine de points avec sa 8e place sur le Tour du Pays Basque avant. Il avait rapporté une dizaine de points par-ci par-là avec ses places d'honneur à l'Amstel et à la Flèche avant. Il score à chaque fois qu'ils sont sur le vélo, les Astana, par grappe de 2, de 3 coureurs. Et aujourd'hui, quand on regarde le classement des XDS Astana Team, ils vont prendre des points avec Scaroni 23e, 17 points, 30 points UCI, puis 15 points chacun avec Ulissi et Conchi, Nicolas Conchi, 36e et 49e, Champoussin, qui n'a pas pris de points UCI, qui termine 100e de Liège-Bastogne-Liège, et qui sera d'ailleurs Clément Champoussin au départ du Tour de Romandie chez notre copain François-Pierre Noël, qui est cette semaine au Tour de Romandie, qui débute ce mardi. Astana, je voulais quand même avoir un petit clin d'œil, parce que moi franchement ils me font assez marrer, dans le sens où les gars en fait ils valaient de partout, donc ça c'est assez marrant, mais voilà, c'est ce qu'il faut pour se maintenir en World Tour. On a parlé des tops. Je pense qu'on parlera des Français après, notamment avec à la Flèche encore des gars qui étaient bien placés. Après, les performances moyennes, j'ai envie de parler d'un Tom Pidcock qui a été peut-être un peu dur, sans saveur sur ces Ardennaises, qui fait 9e à Liège dans ce sprint pour la 4e place, qui était à l'avant, derrière Pogačar au sommet de la côte de la Redoute, mais qui n'a derrière pas réussi à prendre les roues pour s'échapper et prendre le large. À la Flèche wallonne, sur une arrivée au sommet, il fait 3e derrière Pogačar et Kevin Vauquelin, et à l'Amstel il prend la 9e place. Quand on voit qu'il fait 9e à l'Amstel, qu'il fait 9e à Liège,
c'est un Pidcock sans saveur qui n'a pas eu le rendement qu'on attendait. Bah, il y a eu ce petit coup d'éclat. Il est un peu, je trouve, cette année un peu en dedans par rapport à ce qu'il propose les autres années. Il avait bien commencé, mais sur des Ouais, courses plutôt mineures, j'ai envie de te dire. Troisième à la Ruta del Sol, vainqueur du Tour d'Arabie Saoudite. Il fait 9ème d'Estradé quand même, ce qui n'est pas une course mineure, mais il fait 2ème d'Estradé en tentant de batailler avec Pogacar. Mais derrière, sur les courses qui comptent, j'ai envie de te dire, au-delà d'Estradé, mais pendant le printemps, il pèse pas. Mais il pèse pas. Bon, il fait quand même podium sur la Flèche. Il pèse pas, d'autant il avait volontairement délaissé les premières épreuves de Coupe du Monde de VTT pour être bien sur le printemps. Parce que c'est payant, on sait pas trop. C'est qu'il est un petit peu, je pense, loin de ses objectifs. Tom Pidcock qui est annoncé au Tour d'Italie et au Tour d'Espagne avec la Q36.5. Qui est parti après Milan-San Remo en stage pour revenir sur l'enchaînement Flèche-Brabançonne, Amstel-Flèche-Liège. Et donc on va voir Tom Pidcock au départ du Tour d'Italie le 9 mai prochain. Après les derniers sur qui je voulais m'arrêter, c'est la Lidl Trek qui finalement... Lidl Trek, sur ce printemps, c'est la deuxième formation. Alors derrière, la troisième formation, derrière les UAE et les Alpecin de Koenig, il y a Lidl Trek, il y a eu Mats Pedersen, et puis là, il y a Ciccone qui fait deuxième. On a Thibaut Nice qui fait cinquième, et Andrea Bajoli 6. Donc 3 mecs dans le top 6 pour la Lidl Trek à Liège. Mais Thibaut Nice... Bon, 8ème à la Flèche, et puis derrière 12ème à l'Amstel, et vainqueur avec Skelmose à l'Amstel. La Lidl Trek qui grimpe dans la hiérarchie d'année en année, qui est maintenant pour moi la troisième formation du peloton. Et puis Thibaut Nice, encouragement pour la suite. On donne les encouragements, le conseil de classe de Vélo Podcast. Alors Thibaut Nice qui aurait mieux fait de rester discret, je trouve, avant la Flèche Wallonne. On dirait que c'était la course qui lui correspondait le mieux et que en Belgique, il a annoncé qu'il ce serait un des seuls à pouvoir contrer Pogacar sur la Flèche. 8e. Après, oui, on peut lui mettre les encouragements à Thibaut Nice. Faut voir qu'il a que 22 ans aussi, hein, donc... il peut encore que progresser, d'autant qu'il sort d'une belle saison de cyclocross. Il a montré sur la fin de saison dernière que sur les efforts punchy, il peut être vraiment à la lutte avec les meilleurs. Bon, maintenant, il va falloir prouver. Il a été plutôt discret sur le début de saison. Il a fait juste... il est revenu au mois d'avril après la saison de cyclocross. Il a fait quelques courses. On va voir la suite de la saison. Thibaut Nice, 22 ans, encouragement pour la suite. Le conseil de classe de Vélo Podcast a donné son verdict. Les Français, allez, avant de passer aux femmes, les Français, la révélation du printemps, Louis Barret, t'es d'accord avec moi ? Ouais, Louis Barret, vraiment la surprise, même s'il sort pas de n'importe où, mais belle progression pour ce jeune, quoi. Qui a été révélé par le club de Nantes, qui est devenu Team U Nantes Atlantique et qui est passé en Continental par la suite, passé par la structure Arkea Samsic et Arkea B&B Hotel, et arrivé cette année à la Intermarché Wanty, 25 ans, il vient d'avoir 25 ans au début du mois d'avril. Louis Barret, à la lutte avec les meilleurs à l'Amstel, 6e, et puis à la lutte avec les meilleurs à Liège-Bastogne-Liège, notamment dans la côte de la Redoute au sommet, il est dans les 7-8 meilleurs, et au final, bon, il prend la 25e place au sprint, avec ce sprint, une quarantaine de gars pratiquement pour la 4e place, il fait 24e à l'Amstel. C'est encourageant pour la suite, parce que franchement, sur les classiques, il a montré qu'il était là. Les Guéglians en début de saison, il fait 8e. Classique de Coupe de France Paris-Camembert, il fait podium, il fait 3e. Tour des Alpes-Maritimes en début de saison, il tente de prendre des coups, il est là. Bon, c'est encourageant, c'est intéressant, Louis Barret, petit jeune à suivre pour la suite. Bon petit coureur qui s'affirme beaucoup plus quand il est à l'étranger. Encore un coureur qui avait besoin de quitter le pays, je pense, pour continuer à progresser. Puis il n'a encore que 25 ans, donc non, c'était une belle révélation française pour les Ardennaises. Axel Laurence, le seul top 10 sur ce Liège-Bastogne-Liège, 8e au sprint, Axel Laurence de la Ineos. Bon, lui, en fait, il a profité surtout du scénario de course qui permet, avec le retour sur Liège, d'avoir des groupes qui reviennent de l'arrière. Il s'est pas pété la caisse. Mais Axel Laurence, je trouve que
Petit à petit, c'est intéressant ce qu'il montre. Il vient d'avoir 24 ans pendant ce mois d'avril. Il fait 8e à Liège, 20e à La Flèche. Il n'a pas été dans le coup pour l'Amstel. Il avait fait 2e d'une étape au sprint au Tour du Pays Basque en travaillant aussi à un moment donné au sprint. Alors c'était sur le Tour de Catalogne où il travaillait au sprint avant pour Caleb Ewan. Petit à petit, il trouve sa place dans l'équipe Ineos. Lui, il était parti de la BNB à l'époque avec l'arrêt de l'équipe BNB. Il avait retrouvé une place à la dernière minute dans l'équipe de développement de l'Alpecin de Koenig à l'hiver 2022-2023. Et de l'Alpecin, il est passé dans le groupe World Tour l'année dernière en 2024. Signé chez Ineos cette saison. Progression linéaire et là aussi quelqu'un qui sur les parcours vallonnés arrive à faire parler sa pointe de vitesse, parce qu'on se rend compte que c'est avec sa pointe de vitesse qu'il brille au fur et à mesure. C'est l'archétype du puncher sprinter qui passe bien les bosses pour les arriver au sprint et qui a une belle pointe de vitesse. Bon, ce sera jamais la pointe d'un Philipsen ou d'un Milan, mais sur des groupes sur des arrivées en petit comité, il arrive à tirer son épingle du jeu, et encore plus quand c'est en faux plat grimpant, quoi. 8e à Liège-Bastogne-Liège. Il parle avec sa pointe de vitesse, j'ai envie de te dire. C'est ce qui lui permet de faire ce top 10. Tu penses que ça peut amener quelque chose de mieux pour le futur ? Ça peut l'amener à continuer à travailler dans les bosses tout en gardant cette pointe de vitesse. Maintenant, Axel Laurence, sur ce genre de parcours, on l'a vu quand il est champion du monde du 23, hein, c'était aussi un parcours vallonné, punchy. En 2023, oui, à Glasgow. Faut qu'il continue à travailler dans les bosses. Ça peut, pourquoi pas, avoir un développement à la Michel Kwiatkowski ou Laurence de Plus. Ouais, il était champion du monde devant Antonio Morgado à l'époque et Martin Zverchek, le coureur de la Soudal Quick-Step, le Slovaque. On parlait des Français, on va terminer avec notamment Romain Grégoire qu'on attendait beaucoup, très moyen, j'ai envie de te dire. Romain Grégoire sur ces Ardennaises là aussi sans saveur, 19e à Liège, 2 fois 7e à La Flèche et à l'Amstel, mais François Pierre en parlait dans la présentation des Ardennaises, il attendait devant Romain Grégoire proactif. Il n'a pas été proactif, il a subi les scénarios de course. Et il n'a pas tenu à distance à Liège. Il a effectivement beaucoup subi la course, que ce soit sur Liège ou même sur la Flèche Wallonne. Hein. Tu avais l'impression qu'il était là sans être là. C'est un peu l'impression qu'il me donnait. Et tout comme cette équipe Groupama FDJ, t'as envie de dire aussi ? Ouais, la Groupama FDJ qui a Guillaume Martin qui était aussi à Liège. Qui était à Liège, qui avait fait un beau week-end. Dans le Doubs, oui. Dans le Doubs, un bon week-end jurassien, j'allais dire. Et c'est là qu'on voit le gap quand même entre le World Tour et les Coupes de France, quoi. Et Valentin Madouas, on parle de Groupama FDJ, Valentin Madouas qu'on attendait, et Valentin Madouas complètement absent sur ce printemps, parce que quand on regarde son bilan du printemps et des classiques, 17e à l'E3 classique, 32e à Gand-Wevelgem, 90e à travers la Flandre, 17e au Tour des Flandres, 19e à l'Amstel, 26e à la Flèche, 64e à Liège-Bastogne-Liège. Va falloir passer à autre chose. Et pour Valentin Madouas, c'est un printemps très décevant, lui qui nous avait rapporté, on va quand même rappeler, la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Bon, allez, Valentin Madouas, conseil de classe très déçu de son printemps, et il va falloir réagir. Il va falloir réagir, il va falloir que toute l'équipe même se mette à bosser sur les Ardennaises, quoi, parce que c'est bien beau d'essayer de marcher toute la saison et de vouloir gagner sur tous les terrains, mais si t'es pas là aux Ardennaises, les efforts que tu fais, que tu prépares pour les Flandriennes servent à rien, quoi. Exactement. Allez, avant de passer aux femmes, on parle très rapidement de Kevin Vauquelin et de Lenny Martinez qui font 2e et 4e à la Flèche Wallonne. Kevin Vauquelin, l'impression que la Flèche Wallonne, c'est vraiment un effort qui lui correspond très bien. On rappelle que l'année dernière, il a déjà pris la 2e place. Un peu plus dur à Liège-Bastogne-Liège derrière où il fait 50e, il tient pas la distance. Très bon début de saison quand même de Kevin Vauquelin qui avait remporté le Région Pays de la Loire Tour auparavant, qui avait fait 12e de Tirreno, vainqueur de l'Étoile de Bessèges au mois de février. Maintenant il va pouvoir se concentrer sur le reste de son programme et avec notamment les championnats de France au niveau du chrono et puis le Tour de France qui va arriver, lui qui avait remporté une étape l'année dernière sur le week-end d'ouverture du Tour de France. Et puis Lenny Martinez qui confirme dans ses efforts punchy
qu'il est là, qu'il est au rendez-vous, 4e de la Flèche Wallonne et qui sera au départ du Tour de Romandie sur cette semaine du mois d'avril. Je vais pas te faire agir sur ça, mais sur Julien Lafilippe pour terminer, qui a tenté à l'Amstel, qui a tenté à Liège-Bastogne-Liège de suivre, mais Julien Lafilippe, il a plus le carburant nécessaire pour tenir à distance. J'ai l'impression il se fait exploser sur les 2 fois. Tu sais pas trop pour qui il travaille, s'il travaille pour lui essayer de pas exploser et de revenir à niveau, de travailler pour un Hirschi qui était assez inexistant aussi, j'ai trouvé, sur Liège-Bastogne. Flop total des Ardennaises, Marc Hirschi pour moi. C'en est même triste parce que c'est les courses qu'il a dans les jambes, quoi, normalement. Maintenant, Julien Lafilippe, qui a peut-être raison de ne se contenter de n'être, c'est pas péjoratif en disant de n'être que un lieutenant à la science de la course, au petit jeune ou au moins jeune de son équipe. Il a eu raison de tenter de suivre Pogacar à l'Amstel. Il a eu raison. Après, c'est lui qui initie le mouvement de course à l'Amstel. Et derrière, quand il voit qu'il, derrière, il explose complètement. Enfin, très clairement. Derrière, il prend un tir. Ça, c'est indéniable. Oui, il a eu raison d'essayer d'animer cette course. Après, peut-être qu'il travaille aussi pour Hirschi, pour pouvoir servir de support au cas où Hirschi compterait. Le plan n'a pas marché, quoi. Bon, voilà. Julien Lafilippe qui donc fait 20e à l'Amstel, 22e à la Flèche, 58e à Liège-Bastogne-Liège, juste devant Remco Evenepoel. Julien Lafilippe qu'on verra maintenant dans la deuxième partie de sa saison en préparation pour le Tour de France, puisque la Tudor sera au départ du Tour de France. Et Julien Lafilippe qui n'avait pas les liserés de champion du monde sur Liège-Bastogne-Liège, je serais bien curieux de savoir pourquoi. Voilà, bon, c'est la petite remarque que je me suis faite et que d'ailleurs sur Eurosport ils se sont fait aussi sur la course. Bon, Julien, on a assez parlé des hommes, parce qu'il faut quand même parler de celles qui nous ont régalé sur cette semaine d'Ardennaises. Les femmes, numéro 1, forcément, la victoire. Et on l'avait placé, Julien, tu te rappelles, dans les outsiders numéro 1, Kim Lecourt, vainqueur, la Mauricienne de Liège-Bastogne-Liège. Rien que de dire ça, c'est incroyable. C'était la plus belle victoire de cette semaine ardennaise pour la Mauricienne, qui n'est pas une inconnue. Alors des gens disent oui, c'est une surprise de voir une Mauricienne. Non, c'est plus une surprise. C'est plus une surprise. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu fais pas 5 d'un Tour des Flandres, 5 d'un Milan-San Remo cette année. C'était une surprise. Tu fais pas un top 10 sur le Binda. Tu fais 6e de la Flèche, elle fait 3e de l'UAE Tour en début de saison. Sa pire place, c'est l'Amstel où elle fait 31e. Bon, après, on sait qu'il y a eu des scénarios de course sur l'Amstel où tu as une grosse partie des favorites dans le peloton qui ont été piégées par un mouvement de course. Mais derrière, 14e d'Estrade, c'est son pire résultat, quoi. Puis bon, c'est une coureur qui a quand même gagné une étape à l'Aquila au Giro, qui n'est pas une étape toute plate, qui mérite sa victoire à partir du moment, de toute façon, où après la Roche-le-Faucon, tu te retrouves à 4. Moi, quand je les ai vus à 4, j'ai dit c'est bon, c'est le court qui gagne, quoi. Alors en plus, elle ne fait pas partie du mouvement de course après la Redoute où il y a un groupe qui s'échappe, ni dans la côte des Forges. C'est après, avec un retour de l'arrière d'un groupe de poursuivantes, qu'elle revient et qu'elle est dans le groupe avec Vollering, Peters et Carbaol qui se joue la victoire. A priori, elle a été ramenée par une de ses coéquipières, chose qu'on n'a pas vue à l'écran, par Julie Van de Velde. Et surtout, c'est là où elle gagne, c'est quand Kopecky craque, quoi. Parce que devant, ça se regarde un peu, dire Kopecky a craqué, machin, ça lui permet de rentrer sur ce groupe-là, qui était en chasse déjà de Carbaol, qui était sur les 2 Ardennaises belges, exceptionnel. J'ai trouvé très très forte. Il lui a manqué juste ce petit facteur chance qui aurait pu la faire gagner au moins sur Liège-Bastogne, quoi. Ouais, parce qu'elle a passé un cap. On voit vraiment Cédric Carbaol désormais. On en parlera de la française. On rappelle vainqueur d'étape sur le Tour l'année dernière. Mais pour revenir à Kim Lecourt, trajectoire particulière. Devenu pro l'année dernière en signant dans l'équipe AG Insurance Soudal Team. Et l'année dernière, il lui faut, on va dire, quelques semaines pour prendre le pli. Elle fait 10e de Paris-Roubaix l'année dernière. Cette année, elle avait choisi de faire l'impasse sur Paris-Roubaix pour être à fond sur les Ardennaises, et grand bien lui a pris, parce que bon, alors certes, elle fait 31e de l'Amstel, avec ce scénario de course qu'on connaît, mais elle fait 6e de la Flèche et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Elle a préparé son coup parfaitement, et aujourd'hui elle rentre dans la caste des grandes coureuses du peloton qu'il faut surveiller désormais sur toutes les courses pour la victoire. Elle grimpe plutôt bien, elle sprint, elle passe les épreuves vallonnées. Le seul défaut qui n'en est pas un, c'est son âge. Elle a 29 ans déjà, elle est un peu plus vieille que la génération qui a aussi gagné sur les Ardennaises, mais non, c'est un peu le genre de coureur qu'il faut surveiller, surtout sur son point faible, c'est pas son équipe finalement. Non, justement, son équipe n'est pas un point faible, parce que si elle arrive à s'accorder sur les courses par étapes avec des Justine Guéquer, ça peut être explosif. Guéquer, vainqueur aussi
d'étape sur le Tour l'année dernière, on le rappelle. Maillot à poids aussi. Maillot à poids. Et elle peut compter aussi sur une autre africaine de son équipe, Ashley Bollman-Pasio, qui est peut-être en recul ces dernières années par rapport aux grosses chutes qu'elle a subies, les grosses blessures, mais qui est une capitaine de route exceptionnelle. Et Kim Lecourt qui donc remporte ce Liège-Bastogne-Liège au sprint devant Puck Peters et Demi Vollering. Alors, on va parler de Demi Vollering après, mais je veux qu'on parle de Puck Peters avant. Pourquoi ? Parce que là aussi, quand on parle de changement de dimension de Kim Lecourt, on peut en parler également pour la néerlandaise Puck Peters, vainqueur de la Flèche Wallonne, au nez et à la barbe, même si elle n'a pas de barbe, de Demi Vollering, mais au nez de Demi Vollering, qui fait 3e de l'Amstel juste avant, battu au sprint pour la 2e place par Hélène Van Dijk. Podium 100% néerlandaise, puisque la néerlandaise de la SD Works Pro Time, Misha Bredevold, l'a emporté en solitaire. Puck Peters, est-ce que ça va pas devenir la bête noire de Demi Vollering à cette allure-là ? À cette allure-là, déjà, ça va devenir un peu le caillou dans la chaussure de tous les coureurs du peloton. Je voulais parler de kryptonite, voilà le mot qui me revient, la kryptonite de Demi Vollering, pour revenir aux super-héros. Après, ça va faire 3 fois sur des gros événements qu'elle se fait battre par Puck Peters, Demi Vollering. Après, alors, Puck Peters, c'est aussi un printemps incroyable. Sa pire performance, on va dire pire, c'est quand même la 10e place de Milan-San Remo. C'est son pire résultat. Je compte le nombre de courses qu'elle a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 classiques. Elle a 11 jours de course dans son calendrier en 2025 pour l'instant. 11 classiques. Son pire résultat, tu viens de le dire Julien, c'est sa 10e place à Milan-San Remo. Et elle aussi, elle avait pris le parti de couper après les Flandres pour préparer les Ardennaises. On voit que bien lui en a pris aussi. 3e de l'Amstel, 2e de Liège, 1re sur la Flèche. Je pense qu'un bilan comme ça, tu dis ouais, c'était un mal pour un bien de pas les faire Roubaix, quoi. Parce que Roubaix, c'est aussi le genre de course où elle est agile, cyclocrossman, vététiste, un peu comme une vainqueur de Paris-Roubaix cette année, qui a un peu les mêmes aptitudes. Coureur très intéressant à suivre. Et qui finit meilleur jeune du Tour l'année dernière. Donc, c'est vraiment une coureur qui n'aura pas forcément besoin de se spécialiser, mais qui peut marcher sur tous les terrains, quoi. Après, la bête noire de Demi Vollering. Oui. Demi Vollering était tombée sur l'Amstel. Alors, elle était peut-être pas encore remise à 100% sur la Flèche. Après, et sur Liège-Bastogne-Liège, elle a fait ce qu'elle a pu. Alors, gros coup de chapeau à Demi Vollering après Liège-Bastogne, qui ose briser des tabous dans le sport, qui a révélé, en fait, avoir ses règles le jour de Liège-Bastogne, qui l'a un peu handicapé mentalement et physiquement sur l'épreuve. Mais c'est bien que le grand public prenne conscience de ces changements hormonaux sur les performances des coureurs, quoi. Et c'est bien une leader mondiale comme Demi Vollering d'en parler. D'ailleurs, on parlera du cas entre guillemets Demi Vollering juste après, parce que je voulais qu'on parle de Puck Peters, mais c'est vrai que pour le coup, Demi Vollering, elle a pour moi cette dimension aujourd'hui hors vélo où elle casse des barrières, elle est une vraie leaduse du cyclisme féminin, mais pas que sur le vélo, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est vraiment ambassadrice du cyclisme féminin et de la place des femmes dans le cyclisme, et elle parle ouvertement, et je trouve ça top. Et vraiment ce que tu dis, le fait de dire aussi, ouais, aujourd'hui je suis désolé, mais moi aujourd'hui, le jour de Liège-Bastogne-Liège, j'avais mes règles, et on sait très bien que les menstruations dans le sport féminin, c'est un dossier qui est trop peu évoqué. On sait que dans les sports collectifs, parfois certains coachs peuvent gérer leur effectif, et ce n'est pas dit publiquement parce que c'est trop gênant publiquement de le dire pour certains, mais que c'est très compliqué aussi de devoir gérer un effectif vis-à-vis des performances. On sait que les menstruations pour les femmes ont des conséquences sur leurs performances, que c'est pas facile à gérer, que dans un sport aussi sous pression que le cyclisme et que le sport individuel, où finalement tu peux pas t'appuyer sur un collectif derrière. Demi Vollering, c'est la leaduse de la FDJ Suez. C'est compliqué de dire aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, je vais me mettre de côté et je vais pas jouer ma carte parce que j'ai mes règles. Voilà, j'ai fait ma course. Maintenant, on fera un petit topo sur Demi Vollering juste après, parce que
pour moi, c'est bien qu'elle le dise, qu'elle avait ses menstruations à ce moment-là, mais pour moi, elle le perd ses Ardennes tactiquement. C'est que mon avis, on parlera de Demi Vollering juste après, juste sur Puck Peters. Elle change de dimension, elle va avoir 23 ans pendant le mois de mai. Tu dis, elle fait meilleure jeune du Tour de France l'année dernière. Où coéquipière Paulina Rojakers fait podium. Puck Peters, aujourd'hui, rentre parmi, j'ai même envie de dire, un cran au-dessus que Kim LeCourt, parmi les grandes du peloton, où il va falloir faire attention à elle tout le temps. Alors, moi, je te dirais, elle rentre même dans une caste qui est encore au-dessus au-dessus des classiques. Elle rentre dans les podiumables des grands tours. Et de toutes les courses, peut-être même. Et de toutes les courses. Elle va être à surveiller comme le lait sur le feu. Après, chez Phoenix de Koenig, ils vont avoir un problème qui n'en sera peut-être pas un. Je ne sais pas comment ils vont réussir à le gérer. Mais d'avoir 3 leaders sur les grands tours, ça peut être compliqué. D'autant qu'une peut dire, oui, mais j'ai gagné l'Edgbaston, j'ai été meilleur jeune l'année dernière. Toi, tu n'as fait que podium du tour. À côté, t'as pas gagné grand-chose. Et Niara Kastelein qui va arriver là-dessus, en disant ouais, mais Paulina, j'ai bossé pour elle, faut qu'il y ait un retour d'ascenseur. Je pense que la gestion des égos néerlandaises risque d'être intéressant à voir chez Phoenix dans les mois à venir. Ouais. Après, peut-être qu'elles auront des calendriers où chacune va jouer. Une va être peut-être leader sur le Tour d'Espagne, l'autre sur le Tour d'Italie, l'autre sur le Tour de France. Peut-être que ça sera plus facile à gérer ou sur tel ou tel classique. Parce que c'est vrai qu'avec Niara Kastelein qui fait sur ce Liège-Bastogne-Liège 10e, tu parlais de Paulina Rojakers qui fait le 13e à Liège et Puck Peters qui fait 2e et qui remporte la Flèche Wallonne. Ça va être intéressant la gestion de l'effectif à la Phoenix de Koenig. Mais Puck Peters, je voulais qu'on en parle parce qu'elle a tout simplement été plus forte que Demi Vollering à la Flèche Wallonne. Elle a montré une science de la course aussi impressionnante pour moi et une vraie force sur le vélo. Et elle, tu parlais de génération Kim LeCourt un cran plus vieille, Puck Peters, elle va avoir à peine 23 ans dans le courant du mois de mai et elle a tout l'avenir devant elle pour être une des grandes figures du peloton féminin dans les prochaines années. Dans les années à venir, oui, dans les 4-5 années présent court terme aussi. À très court terme. D'autant que elle va peut-être faire un peu moins de VTT cette année, d'après ce qu'elle a annoncé. Elle va au moins défendre son titre mondial. Mais faut pas oublier que l'année dernière, où elle fait maillot blanc du Tour, elle sortait d'une grosse préparation Jeux Olympiques VTT où elle avait échoué sur incident technique. Elle fait 2e derrière Pauline Ferrand-Prévot, c'est bien ça? Non, elle fait plus que derrière Pauline, elle fait 4 ou 5 je pense. J'avais en tête qu'elle avait pris la 2e place des Jeux Olympiques et elle fait 4e exactement. Et parce que c'était... elle est 2e derrière Pauline Ferrand-Prévot pendant la course et incident technique et derrière c'est le podium l'américaine Hailey Bayton et la suédoise Jenny Rissveds. Et Puck Peters, on va voir grande figure du peloton dans les prochaines années sur tous les terrains. Ça aussi, ça peut être très intéressant de voir comment on va être géré, mais on sait que Phoenix de Koenig, de Alpecin de Koenig, ils ont l'habitude de gérer les projets multidisciplines. On le voit aussi avec Mathieu Van Der Poel et les autres cyclocrossman le reste de l'année. On a parlé de Puck Peters, Demi Vollering. Alors, Demi Vollering, ma théorie, c'est qu'elle a perdu tactiquement et Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne, et je vais te dire pourquoi, et tu vas me dire si tu es d'accord ou non. Tactiquement, à Liège, où elle fait rouler son équipe en permanence, et dans le final, elle ne joue pas assez avec ses adversaires, mais ses adversaires, pour moi, savent que Demi Vollering n'a toujours pas gagné. Alors elle a gagné Strade Bianche, mais elle a toujours pas gagné finalement sur le printemps des classiques, mis à part les Strade, et elle a la pression du résultat, donc elle mise tout sur Demi Vollering, et tactiquement aussi dans le mur de Huy, où elle roule en se disant je vais lâcher tout le monde comme ça, sauf que à un moment donné elle est tombée sur plus forte, et cette femme plus forte c'était Puck Peters. Demi Vollering va arriver pour moi avec un peu de pression sur le Tour d'Espagne, parce que finalement, mis à part les Strade Bianche, elle n'a pas gagné grand chose avec la FDJ Suez, et on arrive déjà à la fin du printemps. Alors, sur la Flèche Wallonne, je vais pas être d'accord avec toi. L'équipe était très intelligente. Moi, j'ai trouvé justement tactiquement top la FDJ de faire monter le pied à Juliette Labou, un peu comme elle avait fait dans le Tolfé sur les Strade Bianche. C'est ce qu'on disait l'autre jour en présentation justement des Ardennaises. La seule course qui se fait vraiment à la jambe, c'est la Flèche. Et je pense qu'il lui manquait un petit peu. Est-ce que sa chute sur l'Amstel n'a pas joué un petit peu le climat n'a pas joué un petit peu parce que tu sortais d'un week-end plutôt bon sur l'Amstel. Tu te retrouvais sous la flotte à Liège, à la Flèche. Est-ce que ça n'a pas pu jouer sur l'organisme? Après, moi, je trouve que la montée du mur de Huy par rapport aux autres années était
plutôt étrange, entre guillemets, dans le sens où d'habitude, ça lance de beaucoup plus tôt qu'aux 150 mètres. Quoi. D'habitude, ça lance dans le virage Criquelion, c'est normalement le dernier endroit où tu lances. Là, j'ai trouvé que c'était assez tard pour lancer. Mais Maintenant, ils y sont allés au train, en fait. Ils y sont allés au train, au taquet, au Ils y taquet. sont allés Alors, au train. je vais te rejoindre aussi sur la flèche wallonne par rapport à ce que tu dis. C'est quand même difficile de jouer tactique sur du 18% à un moment donné. Mais en fait, la tactique de course autour de Demi Vollering et la FDJ Suez depuis qu'elle est arrivée, c'est on roule à fond, gros tempo, et puis après on fait attaquer Demi Vollering. Sauf que parfois il y a plus fort. Et quand elle n'est pas une jambe au-dessus et que la concurrence est dans un bon jour, et on arrive au grain de sable qu'avait la tactique SD Works avec Demi Vollering dans le passé. Et je trouve que la FDJ Suez va devoir être un peu plus subtile tactiquement, notamment sur le Tour d'Espagne, on en parlera à la fin du podcast dans quelques minutes, pour gagner, parce que ça va pas se faire comme ça en fait avec Demi Vollering. Le leader unique qui est Demi Vollering, peut-être une bonne chose sur une Vuelta ou sur une Strade Bianche. Après, sur les Ardennaises, alors est-ce que c'est Demi Vollering qui était très bien, Juliette très bien, et Evita un ton en dessous par rapport à ce qu'elle peut faire d'habitude sur ce genre de course. Et Élise Chabet qui a fait un travail énorme. Élise Chabet qui sort d'une campagne de Flandrienne avec beaucoup de top 10, avec quelques beaux top 10, et qui derrière te fait une saison d'Ardennaise solide. Est-ce que c'est pas une des trois qui était protégée, à savoir Evita, Juliette et Demi? Une qui était peut-être un petit peu en dessous, Evita, ça c'est mon avis perso. Non, tactiquement justement, même sur les Ardennaises, elle suit le bon coup, elle crée le bon coup avec Élise Chabet, à la poursuite du quatuor qui était sorti après la Redoute, avec déjà notamment Kerbal. Mais je trouve qu'elle joue pas assez avec la concurrence. Elle joue pas assez l'intox avec la concurrence. Et la concurrence, finalement, laisse le poids de la course se reposer sur la FDJ Suez. C'est le travers en même temps. C'est ce qu'on attend de la FDJ Suez, de prendre le poids de la course sur ses épaules, mais il faut aussi savoir jouer un peu à l'intox avec les autres. Tu dois assumer le statut que tu annonces en début de saison. Ça, c'est une certitude en disant qu'il va être le meilleur partout. Derrière, faut savoir assurer, savoir jouer un petit peu le coup de vis. C'est vrai que Demi Vollering, c'est peut-être un de ses défauts, c'est qu'elle est souvent très généreuse dans l'effort, quoi. Elle passe un ou deux relais, ça peut pas faire de mal. Et tu gardes peut-être ce petit peps de fraîcheur, notamment sur Liège, quoi. Elle arrive quand même sur le Tour d'Espagne avec quand même un petit peu la pression du résultat. Et elle va être forcément surveillée parce qu'on sait que le grand objectif de la FDJ Suez, c'est de gagner le Tour de France, mais qu'il va falloir commencer à gagner aussi autre chose que le Tour de France, parce que gagner que le Tour de France dans une saison, pour aujourd'hui ce qu'est la FDJ Suez, ça ne peut plus suffire. Elles ont perdu leur titre sur la Liège-Bastogne-Liège maintenant, avec la victoire de Kim Lecourt, donc elles vont être surveillées. Elles vont te surveiller, mais rappelle-toi la saison dernière, Demi Vollering fait pas non plus une campagne ardennaise exceptionnelle avant d'exploser toutes les courses en Espagne, quoi. Oui, donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit retard à l'allumage ou justement un pic de forme qui doit être prolongé plus longtemps jusque Burgos, quoi. Ça. Après, comme tu le disais, sur les classiques, c'est là où il faut être très fin tactiquement. Là où sur les grands tours, tu peux compter sur la force d'un collectif, c'est plus facile. Mais pour moi, les classiques de ce printemps 2025 ont révélé quelques failles. Et c'est intéressant. Maintenant, quand on parle de failles, on va quand même rappeler que Demi Vollering, elle remporte, alors au-delà le Tour de la Communauté de Valence au mois de février, elle fait 3ème de l'Omloop Newsblad, elle fait première vainqueur des Strade Bianche, pire résultat cette saison, 20e à l'Amstel, mais 11e à Obinda, 4e à Milan-San Remo, 2e à la Flèche et 3e à Liège-Bastogne-Liège. Ça va. C'est pas prends dégueulasse. comme bilan de début de saison. Hein. Oui, voilà. Bon, maintenant, on va voir. Tu parlais du triptyque espagnol. Il y a le Tour d'Espagne, mais après, derrière, il y a le Tour du Pays Basque et puis il y a le Tour de Burgos. Voilà. Sur ce mois de mai, ça va s'enchaîner. Donc, on va voir le Tour d'Espagne. On en parle dans quelques minutes pour terminer le podcast. Les tops, les flops, rapidement, de ces Ardennaises femmes. En top, on doit forcément mettre Micha Bredevold, qui a remporté, j'ai envie de te dire, la course des outsiders sur l'Amstel. C'est un peu dur, mais. Je suis un peu dur, je suis volontairement dur. Après, la
course, ça fait que il y a le gros coup qui part, ça s'endort. Alors c'est une analyse que m'a partagé ma binôme Laura sur le fait que dès qu'il y a une Lorena Wiebes ou une Kopecky, forcément, elles ont peur et ça endort les possibilités de groupe de chasse, un peu comme on a vu à Roubaix, un peu comme on a revu sur l'Amstel. Si ça collabore pas tout de suite avec les Ewoks, c'est que c'est plié, quoi. Oui, parce qu'elles n'ont pas envie finalement de se faire régler au sprint par Wiebes et Kopecky. Voilà, ce qui est à juste titre, hein, un peu l'impact psychologique Pogacar, comme on disait, là c'est l'impact Wiebes-Kopecky. Maintenant, Bredvold, mais Super c'est bien, effort ça dans le donne... Koberg pour s'échapper aussi, dans le final. C'est un peu son style de finition, hein, quand elle est championne d'Europe en 2023. Elle sort aussi comme ça pour dire de bien relancer la course, de relancer une pique, et elle arrive toute seule au championnat d'Europe. Donc celle-là, elle était accompagnée dans un premier temps de Len Van Dijk, et après elle s'impose en solitaire. Mais Micha Bredvold aussi, c'est le genre de coureur qui est un peu pouponné au sein de l'AS Ewer, qui continue de progresser comme il faut, et qui peut aussi devenir une top coureuse sur les classiques dans les années à venir. Ouais, elle aura 25 ans au mois de juin, et Micha Bredvold, peut-être aussi avec le départ de Demi Vollering, elle aura l'occasion de briller sur les courses par étapes dans cette année 2025. À suivre donc la vainqueur de l'Amstel, vainqueur en solitaire de l'Amstel avec un bel effort après le Koberg, où elle aura aussi montré que tactiquement elle était au top. On parlait de Micha Bredvold. Elisa Longo-Borghini, je voudrais quand même qu'on parle d'elle rapidement, parce que Elisa Longo-Borghini, elle a craqué tout simplement sur Liège-Bastogne-Liège. J'essaie de trouver sa place finale. 48e. 48e. Bon, elle a craqué. Chaleur, ça l'a prise après les conditions météo de la Flèche. Après les conditions météo de la Flèche, est-ce qu'elle n'a pas eu le même symptôme que Remco Evenepoel Ça y ressemble dans le craquage. Après le Tour des Flandres où elle a eu sa commotion, elle revient bien, elle montre qu'elle est là à la Flèche Brabançonne. Et qu'elle remporte. Elle montre qu'elle est là à la Flèche Wallonne en faisant 3. Et derrière, rideau, explosion dans la côte de la Redoute. Petite théorie autre, c'est qu'elle a perdu son poisson pilote dans les bosses assez tôt dans la course. Avec Silvia Persico qui est tombée juste avant le côte de Sarroch et qui a dû abandonner la course. On sait que Persico, c'est un élément moteur dans l'équipe, et notamment dans l'accompagnement de Elisa Longo-Borghini. On l'avait vu sur le Tour en début de saison, notamment, où Persico avait fait un énorme travail pour Longo-Borghini, mais c'est vrai que elle a craqué dans la côte de la Redoute, tu l'as dit. Pour moi, il y a quand même un peu de... alors, tu en as parlé aussi, la commotion à la Flèche, au Tour des Flandres, pardon, où ça nous avait fait pas mal débattre. Et puis derrière, les conditions météo compliquées à la Flèche, et derrière l'enchaînement à Liège, peut-être que c'était un petit peu la course de trop pour elle, qui est sur la brèche finalement dans ce printemps. Depuis il y avait l'UAE Tour au mois de février, mais depuis l'Estrade Bianche, elle a tout enchaîné. Même si elle a coupé entre le Tour des Flandres et la Flèche Brabançonne, elle n'avait pas fait Paris-Roubaix, mais à cause de sa commotion au Tour des Flandres, donc préparation un petit peu tronquée. Bon voilà, pour Elisa Longo-Borghini, on en a parlé un petit peu. Juste, Kasia Niewiadoma, Anna van der Breggen, sur printemps, on parlait d'un printemps sans saveur de Tom Pidcock. J'ai envie de te dire un petit peu pareil pour Niewiadoma et Anna van der Breggen, qu'on attendait un peu plus haut quand même. Alors, Niewiadoma, là on peut vraiment parler de flop sur les Ardennaises. 9e à Liège, 4e à la Flèche, 33e à l'Amstel. Elle qui d'habitude est là pour animer la course. Voilà, elle était la Flèche Wallonne. On en parle vraiment, c'est une course à part. Donc c'est la jambe qui a parlé pour qu'elle fasse 4. Liège, elle est pas dans le coup. Tu avais l'impression qu'elle courait qu'un coup de retard, quoi. Elle pouvait pas anticiper parce qu'elle devait déjà rattraper le coup de retard qu'elle avait. Notamment dans la Redoute, notamment dans les Forges, Roche-au-Faucon. Pourtant, il y avait Niedermayer qui était là, normalement en support, qui était en pion, en relais pour quand ça sortait derrière. Et jamais elle a réussi à rentrer, quoi. Et Van der Breggen, quand elle est sortie, je me suis dit, oh là, ça peut aller loin avec Van der Breggen. Et le truc, c'est que c'était aussi dans la stratégie qu'elle soit un relais pour quand Kopecky rentrait. Dans les deux cas, on a vu que ça n'a pas marché, quoi. Que ce soit pour Kopecky ou Niewiadoma. Et que cette stratégie-là, ça a foiré. Par contre, Kasia Niewiadoma, l'impression qu'elle a du mal à confirmer
sa victoire sur le Tour de France, qu'elle a du mal à passer à autre chose, parce que sur cette année 2025, meilleur résultat 4e au Tour des Flandres et à la Flèche Wallonne. Derrière son seul top 10, c'est 9e à Liège-Bastogne-Liège. Anna van der Breggen, elle avait bien débuté la saison, de gros espoirs avec notamment la bataille au mois de février avec Demi Vollering et Ostrade Bianche, mais derrière le printemps de classique est raté, tout simplement, avec comme meilleur résultat la 11e place au Tour des Flandres et à Liège-Bastogne-Liège. La Flèche Wallonne, elle n'est pas au départ, et à l'Amstel, elle abandonne très rapidement. Alors l'Amstel, elle aurait été prise dans la chute. Et alors elle était pris le départ malade, ce qui lui a fait déclarer forfait pour la Flèche. Mais elle était prise dans la chute et le directeur sportif a dit c'est bon, prépare Liège. Et puis elle se connaît aussi, elle sait que pas bien, elle y va pas quoi. Après c'est vrai que c'était un peu, elle avait donné de belles garanties sur la semaine de Valenciennes, Ostrade, et derrière c'est vrai que le stage qu'elle a fait c'était peut-être pas bon pour elle d'aller en altitude quoi. C'est l'impression que ça donne. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui que la Vuelta soit très rapidement après les Ardennaises où finalement celles qui veulent jouer la victoire, alors à la fois sur Liège et la Vuelta, partent en stage, on va dire pendant les Flandriennes, et arrivent aux Ardennaises en préparation de la Vuelta aussi? Alors c'est pas un problème que ce soit si tôt, même si une semaine de récup entre les deux pour pouvoir avoir des effectifs complets et avoir toutes les équipes pour le tour au départ serait une bonne chose. Autant tu prépares la Vuelta sur les Ardennaises que tu as besoin de partir en stage pendant les Flandriennes pour dire d'être bien quoi. Après on voit que les stages sur certains organismes, hommes et femmes confondus, ça remplace pas forcément la course quoi. On va parler des Françaises maintenant, Julien, avec Cédrine Kernbauer au top, 4e de Liège-Bastogne-Liège. Dommage, elle rate le podium, mais quelle course elle nous a fait. Et puis on avait vu que cette équipe IF avait finalement désigné 3 leaders différentes sur les 3 classiques ardennaises, que Kernbauer a tiré son épingle du jeu, mais aussi s'est échappé pendant la Flèche Wallonne. Elle a tenté son coup à chaque fois, elle a tenté sur les 2 courses belges, elle a tenté d'y aller. C'est vrai que c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est aussi elle se révèle de plus en plus sur ce genre de courses dures, longues, que ce soit la Flèche ou Liège-Bastogne. Je pense qu'elle peut encore surprendre sur le Tour de France, dont tu l'as rappelé tout à l'heure, elle a gagné l'étape à Morteau, première française à gagner une étape sur le Tour de France Femmes avec Zwift, nouvelle version quoi. Et Cédrine Kernbauer qui passe un cap réellement depuis sa victoire au Tour de France et depuis son arrivée dans l'équipe IF aussi. Elle passe un cap surtout depuis son départ d'équipe française. Elle a vraiment éclaté au Tour 2023. Première saison chez Ceratizit après son départ de Cofidis. Et maillot blanc sur le Tour de France. Ce qui avait déjà de bonnes prédispositions déjà à l'époque quoi. La Bretonne qui est rentrée chez elle d'ailleurs. Elle était partie habiter dans les Pyrénées, rentrée chez elle il me semble il y a un peu plus d'un an. En Bretagne, Cédrine Kernbauer qui aura 24 ans au mois de mai, et aussi dans cette génération de coureuses qui arrive à maturité maintenant et qui sera vraiment à suivre avec cette équipe IF pour le reste de la saison, et puis notamment sur le Tour de France et prennent le départ du Tour de France, l'équipe IF. IF est invité au Tour de France parce que c'est pas encore une équipe pour le Tour. C'est pas une équipe pour le Tour, mais vu son classement, on devrait pouvoir y accéder en fin de saison. Et surtout, départ à domicile pour Cédrine Kernbauer, qui connaît quasiment les routes des 2 premières étapes sur le bout des doigts. Donc, elle va certainement être sacrément motivée pour aller chercher, pourquoi pas, le premier maillot jaune sur un parcours, première étape, qui ressemble à des Ardennaises, on va pas se le cacher. Et Juliette Labousse, 4e de l'Amstel. Bon, Stéphane Delcourt, il y a un an, dans Vélo Podcast, nous avait dit avant de la faire signer, Juliette, elle s'est pas gagnée. En fait, moi, quand j'ai regardé l'Amstel, je me suis remémoré cette phrase parce que c'est pas gagné. Elle était au service de Demi Vollering à la Flèche et à Liège-Bastogne-Liège. Mais quand ça a été son tour de jouer la victoire, Juliette Labousse, ça coince. Ça coince, elle se fait piéger, notamment sur l'Amstel, sur l'attaque du duo Bredvold-Van Dijk. Normalement, elle doit y aller. Après, elle a l'épouvantail Peters, mais si tu tentes pas, tu peux pas sortir avec les 3 et pourquoi pas sortir avec Bredvold dans le final, quoi. T'as l'impression qu'elle ose pas. Après, sur la Flèche Wallonne, est-ce que si elle bosse pas, elle va pas chercher le podium? À voir. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura un retour d'ascenseur de sa leader qui va lui faire gagner des courses. Il n'y a pas de raison que Juliette Labousse n'arrive pas à gagner de courses, quoi. À suivre notamment au Tour d'Espagne, pourquoi pas, si ça peut sourire pour elle, si l'électricité est revenue en Espagne, blague à part. Ça peut être aussi ce genre de course où, alors Demi Vollering, oui, ça va être la leader sur les grands tours,
surtout sur le Tour de France. Mais si à un moment donné, sur une des 2 étapes de montagne, on en parlera après de la Vuelta là, dans quelques instants, ça peut aussi sourire pour elle. Hein. Ça peut sourire pour Juliette Labou, qui a déjà gagné des étapes en montagne, notamment sur la voie et sur le Giro. Evita Music a été aussi au service de Demi Vollering, plus en retrait. Evita Music sur ces Ardennaises. On y passe rapidement. Pauline Ferrand-Prévot, elle, après la victoire à Paris-Roubaix, elle a soigné une grosse cicatrice à une cheville et elle a fait un petit tour par la case d'hôpital, il me semble, pour soigner ça, ou surtout la case antibiotique. Surtout, a priori, il y avait un abcès purulent au niveau de la cheville qu'elle soignait et où elle avait besoin de soins pour bien nettoyer tout ça. Pour ça qu'elle n'a pas fait la flèche wallonne, pour dire de récupérer de ça, quoi. Et après Paris-Roubaix, elle était au départ de l'Amstel, mais elle fait 12e de Liège-Bastogne-Liège quand même. C'est plutôt pas trop mal pour quelqu'un qui n'était pas forcément trop en forme pour Pauline Ferrand-Prévot. Préparation un petit peu tronquée. Elle sera au départ du Tour d'Espagne et du Tour de France. On va voir sur le Tour d'Espagne ce que ça peut donner avec... un peu de récupération, voilà. Il y aura aussi Marianne Vos, il me semble, au départ du Tour d'Espagne. On a fait le tour, on parle du Tour d'Espagne très rapidement, qui débute ce dimanche. Julien, dimanche 4 mai, au départ de Barcelone contre la montre par équipe de 8 km dans les rues de Barcelone pour commencer 7 étapes jusqu'au samedi 10 mai. 7 étapes de la Catalogne, de Barcelone aux Asturies, avec notamment 2 étapes de montagne, 2 des 3 dernières étapes qui sont des étapes de montagne arrivées au sommet. On attend forcément, alors non pas le trio de la FDJ, mais 2 de la FDJ avec Demi Vollering et Juliette Labousse pour jouer la victoire et les principales cadors finalement de ce printemps ardennais. On va retrouver les mêmes coureurs quasiment que sur les Ardennaises, avec Demi Vollering qui voudra défendre son titre, Juliette Labou qui voudra monter sur le podium, puis un parcours qui est vraiment très équilibré. Je faisais la réflexion en regardant le parcours. T'en auras pour tout le monde, du baroudeur, du sprinter, du grimpeur sur l'étape du dimanche et du vendredi. Ça va être une Vuelta assez intéressante à regarder, avec, espérons, autant de bagarres et autant de suspense que l'année dernière avec les bordures, notamment, où il y a des étapes où il risque encore d'y avoir des bordures cette année. Ah oui, c'est un parcours qui est assez complet et on voit 7 étapes aussi. C'était une vraie belle course d'une semaine. Il y aura aussi, après, on parlait l'enchaînement avec le Tour de Burgos et le Tour du Pays Basque pour le triptyque espagnol du mois de mai. Donc pour ces femmes, on parlera juste après le Tour d'Espagne, on fera un petit point. Julien, tous les deux. Et pour l'instant, c'est vrai que dans les leaders qui sont annoncés au moment où on enregistre, on a surtout Demi Vollering et Juliette Labousse. On a un petit peu de Marlene Reusser, on a un petit peu de Kristen Faulkner à l'EIF, le duo Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévot, Mavi Garcia, forcément, la Liv Alula Jayco, Justin Gekar, la Insurance Team, Yara Kastelein à la Phoenix de Koenig. Voilà pour les principales qu'on a au moment où on enregistre le podcast. On verra ce que ça va donner. Talita de Jong aussi à surveiller. À surveiller, alors ça a été annoncé par l'équipe déjà officialisé. Le premier grand tour de la nouvelle pépite anglaise. Kat Ferguson. Kat Ferguson qui a la Movistar. Et voir ce qu'elle peut donner justement sur une course d'une semaine dure. Voir comment elle peut réagir sur ce genre de course. Puisqu'on l'a vu surtout à l'aise dans les Flandriennes, sur les Ardennaises, sur Milan-San Remo. Mais dans quel secteur on va la retrouver au sprint, en montagne? Ce sera la grande inconnue, la grande découverte, justement, de voir où est-ce qu'elle est encore perfectible. Parce que, vu son jeune âge, elle a déjà pas mal d'atouts à voir sur un grand tour, justement. Où est-ce qu'on peut l'attendre? Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce très long podcast, mais on avait à parler sur ces Ardennaises et ce petit truc en plus, il fallait qu'on en parle tout en restant mesuré dans nos propos, parce que c'est ce qu'on essaie de faire en permanence dans Vélo Podcast. Julien, un grand merci d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'avoir les retours des gens qu'on peut croiser sur les courses en disant que le podcast est top. Bon, un grand merci en tout cas à toutes et à tous de nous écouter, d'être toujours aussi nombreux. On est maintenant à plus de 10 000 écoutes par mois, et ça c'est un grand plaisir, vraiment une grande fierté d'avoir tous ces retours. Donc un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci Actu Cyclisme Féminin comme d'habitude avec toi Julien. On rappelle le site internet et les réseaux sociaux. Julien, la suite, on va débriefer le Tour d'Espagne juste après, et puis après le débrief du Tour d'Espagne, il y aura l'enchaînement Burgos, Pays Basque. Julien, à très bientôt.
après le Tour À d'Espagne. très bientôt, Guillaume. À très bientôt à tous. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On rappelle Vélo Podcast, les réseaux sociaux de Vélo Podcast, et puis la chaîne YouTube aussi, et les plateformes de streaming avec Apple Podcast, Deezer, Spotify. Référencez-nous 5 étoiles, un petit like aussi, et un abonnement aussi sur la chaîne YouTube et les plateformes de streaming. Ça nous permet d'être de mieux en mieux référencés. Un grand merci à toutes et à tous, et à très bientôt dans Vélo Podcast, où il va y avoir le Tour d'Espagne féminin et le Tour d'Italie homme. On va en parler dans les prochains jours. Ciao ciao, à très bientôt.